All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Le président, par la présente, j'informe les partis en présence que 20 minutes supplémentaires ne posent pas de problème particulier pour toutes les personnes qui nous assistent. J'invite surcroît les partis à voir si elles peuvent se mettre d'accord pour la journée de jeudi. 2 fois 1h30 d'un seul tenant, ou si vous préférez avoir 1 heure et ensuite une pause et ensuite une demi-heure supplémentaire. Je m'en remets entre les mains des partis. Et il faut tenir compte, bien évidemment, de la position de M. Mladic. C'est à vous, Maître Evidic. Avant de poursuivre, je souhaite effectivement corriger ce sur quoi vous avez attiré mon attention tout à l'heure, le D 1413 concernant la réunion à Derpenotsi. J'aurais dû évoquer le D 410. 410, correction d'interprète, c'est mon erreur, pardonnez-moi. Dans le cas où cette Chambre constate que le chef 11 n'est pas vicié, le chef 11 ne peut être rejeté, ne peut être retenu en raison de son bien fondé, comme indiqué au paragraphe 6 de notre mémoire en clôture. Je vais premièrement parler de la légitime défense et des bombardements de l'OTAN qui ne sont pas justifiés. Ensuite, je parlerai du chef 11 et je préciserai qu'il ne peut être retenu, ce pour 4 raisons. Une base légitime pour détenir existe. Un traitement impropre a été perpétré par incorrect a été perpétré par les paramilitaires. La VRS a ordonné qu'il y ait conformité aux conventions de Genève. Et quatrièmement, aucune preuve fiable ne prouve l'entreprise criminelle commune. Contrairement à la description que fait l'accusation des bombardements justifiés de l'OTAN, les attaques de l'OTAN ont provoqué la détention des prisonniers de guerre et ceci découlait d'une situation injuste. Lorsque les Nations Unies étaient d'accord pour autoriser le retrait des armes des centres de collecte d'armes et ce dans le cadre d'une légitime défense. Et ensuite est revenu sur cet accord. Premièrement, vers le 14 février 1994, le protocole entre la FOR PRONU et le VRS précisait que l'armée serbe de Bosnie se réservait le droit de mettre en œuvre des mesures adéquates de légitime défense, confirmées par le témoin GRM 97, et que les centres de collecte d'armes ont été établis à hauteur de Sarajevo, et je cite, pour que dans le cas d'attaque, ils pourraient se défendre eux-mêmes. Ce qui était important, c'est que s'ils étaient attaqués, la partie attaquée, par conséquent, n'était plus tenue par l'accord sur la démilitarisation. Le protocole montre qu'il y a eu participation des Nations Unies, puisqu'on emploie le terme de BSA, Armée des Serbes de Bosnie, qui est le jargon des Nations Unies, et apparaît sur les documents envoyés par télécopie du commandement de la FOR PRONU. À partir du mois d'août 1994, les activités de la BAH avaient déjà occasionné ou donné lieu à un retrait d'armes de la part de l'armée serbe de Bosnie. Le 5 septembre 1994, la FOR PRONU se rétracte de l'accord d'origine, y compris le chapitre sur la légitime défense, en précisant qu'elle ne cautionnait pas cette position. La partie musulmane de Bosnie a également été limitée dans le sens où, vers le mois de mars 1994, la partie serbe avait déjà rapporté à la FOR PRONU les violations répétées du côté des musulmans. La FOR PRONU n'a pas mené des attaques aériennes contre les forces musulmanes pour violation en raison de l'hésitation des Américains de l'OTAN d'agir contre la BIH. GRM
037, le général Rose et M. Harland en ont parlé, GRM 97. Selon les propres termes de Dragicevic, la Fort-Prenu avait pris le parti des musulmans. D554, paragraphe 31. Par conséquent, la partie serbe a retiré ses armes utilisées pour une défense légitime. Les Nations Unies ont ignoré ce but légitime et en lieu et place de cela, les ont bombardés. Je vais maintenant parler du fondement légitime ou de la fondement légitime pour détenir les personnes. Les forces serbes, à terme, ont estimé que la Fort-Prenu n'était pas neutre, mais était en faveur des combattants. GRM 37. Il est important de montrer qu'il y a eu violation contre des personnes qui n'ont pas participé directement aux hostilités. Jugement de première instance de Blaskic au paragraphe 177. Ainsi, la base légitime permettant de détenir des combattants des Nations Unies exclut les prisonniers de guerre des Nations Unies de l'article commun numéro 3. Ce qui est également important, c'est que cette détention légitime justifie le fait que la VRS est détenue du personnel de l'ONU pour empêcher d'autres bombardements. Les éléments de preuve justifient une autre alternative raisonnable, à savoir que le personnel des Nations Unies était détenu en tant que combattant, puisqu'il l'était, échangeant des coups de feu, défendant leur territoire, dès 554, sollicitant les frappes aériennes de l'OTAN, P 2558, guidant les pilotes vers des cibles serbes, P 6644, rassemblant du renseignement contre les Serbes, page du compte-rendu d'audience 39023, transportant clandestinement des armes en direction pour les forces ennemies contre la VRS, D 535, et faisant en sorte que même des prisonniers de la VRS ont été faits prisonniers, D 1586 et P 785. Le 27 mai 1995, le témoin RM 401 a témoigné du fait que les forces des Nations Unies armées ont pris à nouveau un pont aidé par l'armée BIH qui donc tirait des tirs d'appui pour les couvrir et pour aider le personnel des Nations Unies. CRM 401 T 18260. Cela était le fait que le VRS aurait perçu de façon raisonnable le personnel des Nations Unies et de l'armée BIH qui coopérait avec eux comme étant des combattants. Vers le 28 mai 1995, en réaction à la façon à laquelle le personnel des Nations Unies avait mis en détention des soldats serbes, dans ce document, il est dit que, je cite, les Nations Unies n'ont pas le droit légal de mise en détention des prisonniers de guerre et de les tenir en tant que détenus. Il est dit, je cite, que la crédibilité des Nations Unies, eu égard au droit international humanitaire, est également corrompue si une telle pratique est mise en place. Une seule occasion, le Fort-Prenu n'a demandé que l'OTAN attaque le côté des musulmans de Bosnie. Le personnel des Nations Unies ont enregistré les sites du VRS et ils ont formé le personnel pour naviguer des aéronefs au sol. Pour ce qui est de la prise des cibles, les personnels des Nations Unies au sol communiquaient directement avec les pilotes de l'OTAN. Donc, pendant le témoignage du général Nicolai de la Fort-Prenu, le juge Horry lui a posé la question suivante, je cite, est-ce que la Fort-Prenu aurait apporté de l'aide à l'OTAN pour déterminer ses cibles sur le territoire serbe de Bosnie? Réponse oui, les cibles étaient déterminées au QG de la Fort-Prenu à Sarajevo et par la suite ces informations étaient transmises à l'OTAN avec la demande qu'il tire sur ces cibles. La Fort-Prenu appuyait les frappes aériennes de l'OTAN à grande échelle au mois de mai 1995. PSD 1468, page 9. Les dirigeants des Serbes de Bosnie considéraient que le personnel des Nations Unies était devenu ainsi la force combattante. Le général Smith
donc envoyé un document aux États-Unis et non pas aux Nations Unies. Il s'agit d'une dépêche qui n'était pas secrète. Et il a dit le 25 mai 1995, je cite, « J'ai cassé la machine ». Il s'agit de D1462, le 28 mai 1995, encore une autre dépêche non secrète qui nous montre que Smith avait dit que la seule option était de devenir faible ou de faire la guerre. Et devant ce tribunal, dans sa déclaration, le général Smith a admis ce qui suit, je cite, « Nous n'étions pas les forces pour le maintien de la paix, puisqu'il n'y avait pas de paix pour le maintenir. » Et je cite, « Nous procédions au pilonnage d'une partie. » Segers a également parlé d'un colonel de la force ONU qui était du Pakistan, qui a pris le parti des musulmans lorsque un observateur militaire des Nations Unies a rapporté que des musulmans de Bosnie étaient en train de pilonner leur propre village pour en jeter la responsabilité sur les Serbes. Le colonel en question a répondu, je cite, « Vous êtes menteur ». Paragraphe D1465, page 11. Donc, le traitement incorrect était donc perpétré par les militaires et c'est dans notre mémoire en clôture, paragraphe 33-49 jusqu'à 33-86. Il est important de dire que l'officier du VRS Vojvodic était chargé par le général Tonimir de s'occuper de ces détenus du personnel des Nations Unies et d'assurer leur sécurité. Et personne ne les a malmenés. La CICR leur a rendu visite et personne n'a exprimé de plainte. Pour ce qui c'est D12-24, paragraphe 9. Pour ce qui est de la Croix-Rouge, et pour ce qui est du pont, il a d'abord dit que ceux qui les ont capturés étaient les membres des forces des Serbes de Bosnie, après quoi il a apporté des clarifications en disant qu'il s'agissait des policiers. Cela voulait dire qu'il s'agissait des gens qui ont pris des armes, qui ont mis des uniformes retrouvés sur le terrain, qui agissaient en uniforme ou sans uniforme et qui ont pris part au combat à côté des membres de l'armée régulière. C'est comme ça qu'il les a décrits. Fin de citation. C'est RM 401. Il a dit aux pages 238 et 239 qu'on leur a dit qu'ils seraient remis à l'armée serbe régulière P2537. Et lorsqu'il était en détention au VRS, des détenus étaient traités en conformité avec les conventions de Genève. Page du compte rendu 18263 RM 401. Les ordres du VRS montrent que l'intention du VRS était de traiter le personnel des Nations Unies en tant que prisonnier de guerre et d'appliquer les dispositions du droit international humanitaire. Dans un ordre du VRS du 27 mai 1995, il est dit « Il faut que vous assuriez que le personnel de la force ONU soit traité de façon appropriée en tant que prisonnier de guerre. » Cherovatz a mis en détention des prisonniers de guerre en soulignant, je cite, « Nous ne les avons pas malmenés, nous avons respecté les conventions de Genève. » Page du compte rendu 24 052. Vers le 26 mai 1995, le contingent français a reçu des ordres de ne pas se rendre. Le VRS et les Français se sont mis d'accord pour que le VRS tire à l'extérieur et que par la suite, les Français se rendent. Page du compte rendu, 25 215 et A217 dans la pièce P06717. Au vu de tout cela, il est clair que le personnel des Nations Unies et le VRS coopéraient pour trouver une solution pacifique à toutes ces questions et que personne n'a jamais été mis en danger. Les éléments de preuve étaient également fait que le traitement réservé aux prisonniers de guerre était correct. Des détenus utilisaient la radio pour faire des rapports toutes les heures. Ils pouvaient laver leurs vêtements. Le témoin Vojvodic a confirmé que les détenus recevaient des lettres de la Croix-Rouge. Riley a même dit lors de sa déposition que des détenus qui étaient membres du personnel des Nations Unies pouvaient même garder leurs propres armes. Donc il n'y a pas d'éléments de preuve fiables prouvant qu'un plan ou un accord impliquait l'accusé. Il n'y a rien de cela. Dans une convention interceptée présumée du 28 mai 1995 entre le général Smith et le général Mladic, P00790,
Il est dit, Mladic a dit que des otages étaient tenus par le VRS, mais il a dit cela seulement en apparence. Ils ont fait ça seulement en apparence. Ce sont les forces paramilitaires qui ont commis des actes inadmissibles contre quelques membres du personnel des Nations Unies. Le gendarme Mladic l'a appris, comme toutes les autres personnes, à la TV. Et le gendarme Mladic a ordonné à ses unités de prendre le contrôle de ces prisonniers de guerre. Et quatrièmement, le gendarme Mladic a parlé à Smith et a assumé tacitement la responsabilité de mauvais actes pour prendre le dessus. Ce bluff du général ne fonctionne plus, mais il n'y avait plus de prisonniers de guerre qui étaient posés devant les antennes de radio. Donc, par conséquent, donc le chef 11 de l'acte d'accusation ne tient pas, puisqu'il y a des vices dans l'acte d'accusation, étant donné que même sur les éléments de preuve, on ne peut pas dire que la seule conclusion qu'on peut en déduire est que le VRS, sur les ordres de Mladic, prenait le personnel des Nations Unies en otage pour empêcher les frappes aériennes de l'OTAN. Au contraire, les éléments de preuve démontrent qu'il y avait la détention légitime des prisonniers de guerre qui étaient combattants. Ils ont été traités en conformité avec les conventions de Genève. Il ne faut pas qu'une condamnation soit prononcée pour ce qui est du chef 11. Maintenant, je vais passer au... Je pense à la base aux arguments relatifs aux circonstances atténuantes et la fixation de la peine. J'espère que nous avons été assez clairs dans notre mémoire finale, notamment dans la section chiffre roman 7, page 899 et suivante, ainsi qu'au cours des derniers jours, dans nos arguments oraux, que nous estimons que la seule issue juste et équitable est l'acquittement, car l'accusation n'a pas réussi à s'acquitter de la charge de la preuve. Vous le savez, mais le public l'ignore peut-être, mais le règlement particulier de ce tribunal nous oblige à présenter ces arguments à ce stade, car il n'existe pas de phase de plaidoirie pour la détermination de la peine. Et donc, je vais répondre à l'accusation qui demande la prison à vie. Nous estimons que ce serait injuste compte tenu de la jurisprudence et des éléments de preuve. La situation personnelle et le comportement de l'accusé lors du conflit appellent la peine la moins sévère et certainement pas la prison à vie. Je ne répéterai pas les arguments présentés. Les commentaires de l'autre jour de l'accusation sont incorrects. Chacun a droit à la prise en compte de circonstances atténuantes si les preuves démontrent leur existence. Selon la jurisprudence du TPY, les manifestations de remords peuvent être considérées comme des circonstances atténuantes si les remords sont censés être authentiques. Et si, dans des affaires comme Orich, le Conseil a exprimé les remords au nom de l'accusé. Paragraphe 752. Exemple de remords exprimés. RM 84, 79, 10, 115 et 291. Il y a également des preuves, des déclarations de Mladic qui font preuve de remords. Nous en parlons. C'est notamment le cas avec ce qu'a présenté l'accusation par le biais du commandant Lafort-Prony Rupert Smith. Marc Calais est enregistré. Mladic est enregistré comme disant au sujet de Marc Calais. Notre parti n'a pas de projectile à haut impact de ce type qui pourrait toucher tant de personnes. Et je suis désolé pour le malheur qui a frappé toutes ces personnes, qu'ils aient été tués ou blessés. Un autre cas. C'est la preuve qui montre qu'il n'a appris les meurtres à Srebrenica qu'après les faits. Il a été manifestement bouleversé en les apprenant. Page 32589. Après avoir constaté cela, il a été consterné et préoccupé à condamner les actes. Le témoin Todic en a parlé. Dès 788, paragraphe D, il a déclaré que ceux qui sont responsables de ces actes doivent être fous. Dès 798, paragraphe 28, Todic nous a dit d'accusation
présentent les cahiers de l'accusé comme authentiques, alors ils doivent accepter qu'ils indiquent que l'accusé prônait la création d'une commission paritaire pour faire des enquêtes sur tous les meurtres. Alors, je vais expliquer pourquoi l'application du droit interdit l'imposition d'une peine dépassant les 15 ans ou 20 pour les crimes les plus atroces. Je me réfère aux règles en matière de fixation des peines de la RSFY qui interdisent toute peine dépassant les 15 ans ou 20 ans pour les crimes les plus graves. Même si ce tribunal a déclaré ne pas être tenu par les pratiques en matière de fixation de peine en ex-Yougoslavie, il est tenu par le droit international et le droit qui était en vigueur au moment de la commission des crimes. Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. De ce fait, toute peine qui dépasserait les paramètres du code pénal de 1976 de la RSFY serait une violation du principe de la légalité et de la non-rétroactivité du droit. De la même manière, la Cour européenne de justice a récemment réaffirmé cette règle pour la Bosnie-Herzégovine. Elle devrait s'appliquer à ce tribunal également. Le droit en vigueur au moment de la commission des crimes était le code pénal de 1976 qui est resté d'application jusqu'à 1998 et 2000 en Bosnie-Herzégovine et en République Srpska respectivement. Il prévoit que les crimes de guerre sont passibles d'une peine de prison de 5 à 10 ans ou sont punis par la peine de mort pour les crimes les plus graves. Toutefois, la peine de mort a été abolie par l'accord de Dayton et remplacée par la possibilité d'imposer une peine de 20 ans. L'interdiction de l'effet rétroactif implique automatiquement la non-application rétroactive de la lex gravior, donc de la peine la plus sévère. De ce fait, il est illégal d'imposer une peine plus sévère qui n'existait pas au moment de la commission des crimes. Il existe le principe de droit international largement reconnu, selon lequel lorsqu'un crime est punissable au titre de 2 dispositions successives, l'une la plus clémente, la peine la moins sévère doit être appliquée en vertu du principe favor liberatis. Décision Maktouf et Damjanovic contre la BIH, Cour européenne des droits de l'homme, page 11. Et page 46 de cette même arrêt, le principe de l'interdiction de la rétroactivité appartient au droit coutumier international, est une norme impérative du droit international et ne souffre d'aucune exception. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré l'application du code pénal de la BIH de 2003 plutôt que du code pénal de 1976 de la RSFY comme illégal et comme une violation du droit du demandeur. Maktouf et Damjanovic contre la BIH, page 32. En somme, la fixation par la Chambre d'une peine non prévue par le droit applicable à l'époque serait une enfreinte à la norme de droit coutumier international interdisant l'application rétroactive du droit. Par conséquent, la Chambre est dans l'obligation de fixer une peine comprise entre 5 et 20 ans ou de 20 ans pour les crimes les plus graves qui auraient été passibles de la peine de mort. S'il ne le fait pas, le tribunal agira ultra vires. Quel message le tribunal donnerait-il au monde s'il persistait dans des pratiques de fixation de peine que la Cour européenne des droits de l'homme a à présent interdit aux juridictions internationales au motif qu'elles étaient aux juridictions nationales au motif qu'elles étaient injustes? Nous affirmons que l'héritage et la réputation même du tribunal souffriraient s'il refusait enfreint la norme proclamée par la Cour européenne des droits de l'homme. J'en arrive à présent aux affirmations de l'accusation concernant les circonstances aggravantes. L'accusation n'a pas prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y ait eu abus de pouvoir
de l'accusé en vertu de la position qu'il occupait. En tout état de cause, un poste à haute responsabilité ne justifie pas à lui seul le prononcé d'une peine plus sévère. Et quoi qu'il en soit, l'accusé n'a abusé à aucun moment de son poste de pouvoir. L'accusation a souligné à de nombreuses reprises qu'il existait une hiérarchie très bien définie au sein de la VRS qui était tenue de respecter les ordres. Toutefois, cette hiérarchie très claire n'a aucune pertinence par rapport à la responsabilité de l'accusé, puisque aucun ordre susceptible de relier l'accusé aux crimes qui ont été allégués par l'accusation n'a été prouvé. Encore une fois, s'agissant de Srebrenica, l'accusation, et notamment son témoin expert Richard Butler, a déclaré qu'il n'avait vu passer sous ses yeux aucun ordre émanant de l'accusé et ordonnant la commission des crimes allégués. Par conséquent, il serait déraisonnable de dire, au vu des éléments de preuve, que l'accusé aurait abusé de son pouvoir à des fins criminelles. Et en tout état de cause, la présente Chambre doit rejeter cet argument considéré et présenté par l'accusation comme un facteur aggravant, car il n'a pas été évoqué par l'accusation dans l'acte d'accusation et en tant que tel, il ne satisfait pas aux conditions requises pour prononcer des conditions aggravantes. L'accusation a argué de la vulnérabilité particulière des victimes en tant qu'élément aggravant. Une telle démarche n'est pas autorisée car il est interdit de prendre en compte deux fois le même élément au titre de la double prise en compte, étant donné que l'un est supplanté par l'autre, la vulnérabilité particulière étant supplantée par la gravité particulière des charges retenues. Gravité particulière des infractions. L'accusation affirme aussi une absurdité, à savoir que l'accusé mériterait la sentence la plus lourde au seul motif que sa peine devrait être plus lourde que celle qui a été prononcée à l'encontre de ses subordonnés. Ceci est totalement incompatible et contradictoire par rapport au principe d'individualisation de la peine et de certitude légale juridique. Cette position de l'accusation représente par extension une déclaration de culpabilité relevant de la culpabilité collective. Encore une fois, il s'agit de revenir sur le désir de faire de Ratko Mladic un surhomme afin de pouvoir s'en servir comme brebis expiatoire, sacrifié symboliquement au nom des crimes commis par tous les Serbes. Une autre affirmation de l'accusation faite au paragraphe 1741 de son mémoire en clôture consiste à dire que l'accusé a joué un rôle dominant dans la commission des crimes en ne respectant pas le droit humanitaire international. Ceci est réfuté très clairement par les nombreux ordres versés au dossier de l'espèce qui montrent que l'accusé a ordonné exactement le contraire. Et puis, l'accusation affirme au paragraphe 1737 de son mémoire en clôture que les subordonnés de Mladic ont exécuté sommairement des milliers de personnes à Srebrenica, argument dépourvu
faire savoir. Maître Ivetic, Monsieur le Président, dans ce cas, je n'ai plus d'arguments à présenter s'agissant de mon propos et des mesures de protection et j'accepte que ces éléments soient versés au dossier. Le président, s'il s'agit d'éléments de preuve, nous lirons les déclarations, mais je ne sais pas si vous souhaitez les ajouter au dossier. Ajouter quelque chose. Maître Ivetic, non, rien du tout. Le président, bien, nous prendrons notre décision ultérieurement quant à l'aspect confidentiel de ces déclarations. Revenons en audience publique. Maître Ivetic, c'était exact. Monsieur le président, je vous invite à traiter de la déclaration de Monsieur Darko Mladic à présent. Retour en audience publique. Le greffier, nous sommes à nouveau en audience publique. Le président, je vous remercie. Monsieur le Président, à partir de la lecture de la déclaration de Darko Mladic, nous voyons que l'accusé l'a élevé dans un esprit de nécessité d'aide à toute personne, indépendamment de son appartenance ethnique. L'aspect le plus important, c'est d'être un bon être humain. Paragraphe 8, et Darko Mladic détaille un certain nombre de bonnes actions réalisées par son père dans le but d'aider des civils qui n'étaient pas serbes, aussi bien pendant la guerre qu'en dehors de la guerre. Nous estimons que cet élément justifie des circonstances atténuantes. En résumé, nous vous demandons de rejeter les efforts de l'accusation pour appliquer une culpabilité collective en faisant apparaître M. Mladic comme surhumain et en lançant un appel pour que la Chambre agisse en contradiction avec un certain nombre de maximes légales en imposant une peine à vie. Le critère approprié et les principes juridiques appropriés imposent que la peine soit limitée et minimale du point de vue de sa nature, étant donné l'existence de circonstances atténuantes et des autres circonstances que j'ai déjà évoquées devant vous. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, pour toutes les raisons qui viennent d'être présentées depuis 3 jours, la défense soutient que l'accusation n'a pas respecté et rempli son devoir face à la charge de la preuve qui lui incombe, s'agissant des éléments de preuve nécessaires pour prouver sa cause et étayer ses allégations par rapport aux charges contenues dans l'acte d'accusation. Nous estimons par conséquent que le seul verdict possible doit être l'acquittement. J'aimerais maintenant consacrer quelques moments à quelques mots supplémentaires. Monsieur le Président, mon client aujourd'hui m'a parlé en tant que son avocat et m'a demandé de m'exprimer devant vous en son nom. C'est une charge importante de m'exprimer au nom de cet homme qui a été délibérément et si complètement mal compris, qui a eu la possibilité, qui a été tenu d'écouter des allégations très répréhensibles à son encontre jour après jour. C'est une situation difficile pour moi que nombre d'entre nous ne pourraient pas supporter facilement. À l'époque, ses émotions ont pris le dessus sur lui et vous savez, à la lecture des rapports médicaux le concernant, quel est son état de santé et comment cet état de santé a évolué, mais aussi comment il a pu provoquer des excès dus à l'émotion. Le tribunal n'a pas eu la possibilité de tenir compte de son état de santé et il a été expulsé à plusieurs reprises du prétoire par le passé. Mais ce qui est le plus important, c'est d'essayer de voir les choses de son point de vue. Et je me suis donné mission, en me préparant à l'audience d'aujourd'hui, de le faire. J'ai examiné les propos de mon client dans l'affaire Karadzic le 28 mai 2014 lorsqu'il a été contraint par injonction à comparaître de témoigner contre ses propres intérêts dans une affaire relevant des mêmes charges. Il a dit, je cite le compte-rendu d'audience. Monsieur Cohen, mesdames et messieurs, pour ce qui est de ce tribunal de la Haye, de cette cour, je ne la supporte pas, je ne la reconnais pas et je ne peux pas témoigner devant elle. Je ne peux pas prêter serment parce que cette pression qui est exercée sur moi en tant que personne contre ma santé, contre mon peuple, cela constitue toujours des sanctions
et tout a pris fin. Je vous demande, s'il vous plaît, de m'accorder la possibilité suivante. Sauf votre respect, le président Radovan Karadzic et les efforts qu'il a déployés, qu'il a fait pour sauver notre peuple, j'ai contribué à quelque chose pour faire du bien. Je ne souhaite pas que ce procès échoue. Et je vais vous demander si vous avez la possibilité et le temps de m'entendre jusqu'au bout. J'ai écrit cette page hier soir, la veille de la Saint-Sava. Aujourd'hui, c'est la Saint-Sava. Si vous me le permettez, je souhaite lire cela jusqu'au bout. Après, je pourrai prêter serment. Je ne reconnais pas le tribunal de La Haye. C'est une création de l'OTAN. C'est une cour démoniaque. Ce n'est pas une cour de justice. Et ce tribunal nous juge simplement parce que nous sommes serbes, parce que nous protégeons notre peuple. Le juge Kwon, Monsieur Mladic, je vous coupe, veuillez vous asseoir. Je vais consulter mes confrères. Le président, Monsieur Mladic, comme vous le savez, nous avons nos règles qui encadrent nos procès. Je vous recommande encore une fois de prêter serment et de répondre à la question, si vous le permettez, aux questions qui sont posées par Monsieur Karadzic. Le juge Moloto, avez-vous dit le tribunal de La Haye ou le tribunal de la haine? Le tribunal de La Haye. Ensuite, je vais vous permettre de lire ces documents et mon client, pour finir, a dit, Monsieur Kwon, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Vous exercez une pression contre moi sans aucune raison. Je ne crains que Dieu. J'ai la conscience tranquille concernant toutes ces questions. Vos injonctions, vos citations à comparaître et vos platitudes au tribunal de La Haye et vos faux actes d'accusation, je m'en soucie et je m'en moque. Je ne souhaite pas fatiguer toutes ces personnes ici. Je vais faire cette déclaration, mais je ne reconnais pas votre tribunal, le tribunal de La Haye. Celui-ci n'existe pas à mes yeux. C'est ce que mon client a dit. Et je peux vous dire qu'il a cru à chaque parole qu'il a prononcée ce jour-là. Cela correspondait à la vérité pour lui. Et si je dois vous demander, pouvons-nous véritablement le blâmer pour l'opinion qu'il a du tribunal, qui est si négative, parce que cette opinion se fonde uniquement sur son ressenti de la façon dont il a été traité depuis sa venue ici. Je souhaite que vous compreniez d'où il vient et lorsque vous rendrez votre verdict et votre jugement, d'essayer de lui donner tort, parce que moi-même, je n'ai pas réussi à soulever des arguments pour lui donner tort, même si j'ai essayé. Peut-on véritablement blâmer mon client pour avoir une telle opinion? This is the motto that hangs in the lobby. La diapositive suivante, c'est la devise qui se trouve dans le foyer de ce tribunal. Et cette devise ne traduit ni le respect, ni la reconnaissance du principe de la présomption d'innocence, ni la protection des droits de l'accusé. La devise dit traduire les criminels de guerre en justice et rendre justice aux victimes. Pouvez-vous vraiment blâmer mon client d'avoir un point de vue négatif pour ce qui est de ce tribunal, étant donné que vous l'avez fait sortir lors de sa comparution initiale parce qu'il a essayé tout simplement de faire référence à son droit de renoncer à écouter la lecture de l'acte d'accusation? Vous l'avez fait sortir et vous avez donné lecture de l'acte d'accusation et l'accusé suivant qui était arrivé, M. Hadjic, a demandé au tribunal que l'acte d'accusation ne soit pas lu et sa demande, vous avez fait droit à sa demande. Pouvez-vous vraiment blâmer mon client puisque trois juges ont constaté qu'il était coupable, vous, le président Ori, dans l'affaire Galic et vous, le juge Fouguet, dans l'affaire Tolimir, pouvez-vous vraiment le blâmer d'avoir été sceptique pour ce qui est de la protection de ses droits, étant donné que le président du MTPI, qui a dit au maire de Srebrenica, Grad Mladic, seront traduits en justice, et que le président de TPY, qui a donc conclu de façon affirmative de sa culpabilité dans l'affaire Popovic, pouvez-vous le blâmer mon client d'avoir peur de l'injustice, étant donné que dans l'affaire Karadzic, il y a eu des constatations attestant sa culpabilité, après quoi vous avez amené ici des gens qui ont travaillé dans cette affaire pour vous aider à rédiger ce jugement, et récemment vous avez admis que ce jugement était
cours d'être écrit. Pouvez-vous vraiment blâmer mon client au moment où la chambre d'appel dans l'affaire Popovich a donc constaté de façon qui n'était pas nécessaire qu'il était coupable, et c'était dans une autre affaire où il ne pouvait pas se défendre. Pouvez-vous le blâmer lorsque dans cette affaire, vous avez permis à l'accusation de dire qu'il devait arrêter de s'entretenir avec son conseil? Et Monsieur le Président, Monsieur le Juge, j'espère que vous allez comprendre que pourquoi il n'a pas confiance en vous, et essayer de faire ce que je n'ai pas pu faire, à convaincre mon client que ce tribunal est juste et honnête et que vous allez apprécier les éléments de preuve de façon correcte, que vous n'allez pas céder devant les arguments de l'accusation ou pression politique, et que vous allez vous assurer que le critère le plus haut de la charge de la preuve soit appliqué. J'espère que vous avez prouvé que mon client a tort et que vous allez montrer au public qui éprouve peut-être la même chose que mon client. Si vous prononcez un acquittement, cela prouverait qu'il avait tort, et cela enverrait un message fort pour ce qui est du patrimoine légal de ce tribunal et de la justice, et j'espère que vous allez rendre cette décision-là. Et finalement, nous avons entendu M. Kloski lire un poème ou une lettre provenant de la guerre civile en Amérique la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Je n'ai rien de similaire et je ne suis pas sûre que cela soit pertinent pour notre affaire. Le général Mladic m'a demandé de vous dire à la fin quelque chose qui est plus pertinent et plus efficace. Pendant ces derniers 4 ans, nous avons parlé des questions concrètes et des incidents, et dans une affaire comme la nôtre, il est facile de perdre de vue une image globale. La guerre est une chose qui est moche, et à la fin, la violence donc ne fait pas de distinction entre des gens. Le général Mladic est un militaire, mais il regardait son pays s'enliser dans le chaos et se dissoudre. Donc cela l'a bouleversé. Et cela de façon que ce tribunal ne peut jamais comprendre. Il a une demande. Il vous demande d'observer 2 minutes de silence à la mémoire et pour commémorer toutes les victimes de cette guerre insensée en Bosnie-Herzégovine, la guerre qui, si je peux ajouter, n'a été ni commencée ni poursuivie par lui. Lorsque je dis à la mémoire de toutes les victimes, c'est que le général Mladic veut dire que lui-même ainsi que son équipe de défense considèrent que toute vie perdue en guerre, la vie de tout Bosniaque, de tout Serbe, de tout Croate, de tout Rome, de tout Albanais, de tout homme, femme et enfant est une tragédie. Et cette liste de victimes inclut 1300 victimes serbes de la région de Srebrenica qui ont perdu leur vie à cause de la violence horrible perpétrée par Nasser Oric, et leur voix n'est pas souvent entendue en ces lieux. Qu'on se souvienne toujours d'eux et que l'humanité tire des leçons de cela. On a besoin d'aujourd'hui. C'est tout ce que le général Mladic a voulu que soit fait avant la fin de l'audience. C'est à vous maintenant de décider si 2 minutes de silence soient observées. Le président, merci Maître Ivetic. Cette demande, on ne peut pas faire droit à cette demande de M. Mladic. Donc cela ne fait pas partie de nos compétences. Et nous allons lever l'audience. Nous allons poursuivre jeudi 15 décembre. Mais avant la levée de l'audience, j'aimerais savoir si les parties se sont mis d'accord pour ce qui est de comment nous allons travailler jeudi. Est-ce qu'on aura 2 volets d'audience ou une pause entre les 2 maîtres Ivetic? Pour ce qui est de la défense, nous pouvons travailler pendant 1h30, puis faire une pause et travailler encore 1h30. Le président, donc nous pouvons procéder ainsi. Nous avons travaillé pendant 2 volets d'audience de 1h30. L'audience est levée. Nous allons poursuivre jeudi 15 décembre à 9h30 dans cette même salle d'audience.